Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. L'infertilité au sein d'un couple, quel est le regard de notre société? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. L'infertilité est un phénomène qui prend de l'ampleur aujourd'hui. Quand un couple ne trouve pas d'enfant biologique, il arrive que la femme soit celle qui est tenue responsable de cette situation. Quelles sont les causes de l'infertilité? Quelles sont ses conséquences psychologiques et sociales? Comment y remédier? Pour en parler, nous accueillons le professeur Youssouf Traoré, gynécologue, Mohamed Touré, psychologue, et Madame Mariko Kouroutoum Tera, présidente de l'ONG Femmes et Développement FEDE. Et nous avons aussi Madame Dambélé Hawassanogo, sociologue. Elle sera au téléphone avec nous. Je suis Arkia Touré. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. D'abord, professeur Traoré, c'est quoi l'infertilité et à quel moment peut-on parler d'infertilité dans un couple? C'est à vous, professeur Traoré. Bonsoir madame, je suis déjà très heureux d'être avec vous pour donner des informations au grand public parce que vous l'avez dit, l'infertilité pose de très gros problèmes dans nos pays où ne pas avoir des enfants dans un couple constitue un gros problème, en tout cas dans l'imaginaire du commun des mortels. Alors, c'est quoi l'infertilité? L'infertilité, c'est le fait qu'un couple n'arrive pas à avoir des enfants après généralement une année de vie commune, sans aucune méthode de contraception. Donc, ils vivent ensemble, le mari ou le partenaire et la femme, généralement c'est le mari et la femme, et pendant un an, ils ont les devoirs conjugaux qui sont effectués, donc des rapports sexuels réguliers, mais ils n'ont pas d'enfants. Au bout d'une année, on pourra parler d'infertilité. D'accord. Et selon vous, quelles sont les causes de l'infertilité au sein d'un couple? Alors, les causes sont nombreuses. Il y a des causes qui concernent l'homme, dans un tiers des cas, des causes qui concernent la femme dans l'autre tiers, et dans 40% des cas, c'est les deux. Et malheureusement, on a souvent tendance à imaginer que c'est la femme seule, même si c'est elle qui vient généralement en premier en consultation. Alors, chez la femme, les causes sont nombreuses. Il y a des causes qui sont liées à des infections. Les infections qui commencent déjà au niveau vaginal, donc les microbes vont monter et atteindre la trompe. La trompe, c'est des conduits qui sont au niveau de l'utérus qui permettent c'est à ce niveau-là que se fait la fécondation, donc la rencontre du gamète, l'homme et chez la femme. Et donc, c'est ça qui va donner l'œuf qui va migrer et se trouver dans l'utérus. Donc, si cette trompe est bouchée, comme on le dit en termes terre à terre, la fécondation ne va pas se faire et la femme peut ne pas avoir des enfants. Et le fait que la trompe soit bouchée est dû, dans 70% des cas, à une infection. Et donc, cette infection peut être traitée. Ça peut être dû à d'autres causes telles que le fibrome. Généralement, nous, on le dit dans notre langage courant, une femme qui ne fait pas d'enfants fait des fibromes. Et donc, le fibrome peut empêcher une femme d'avoir des enfants. Donc, ça aussi, c'est une cause relativement courante. Il y a aussi des kystes. Il y a des formes de kystes qui sont des tumeurs, des boules qui existent sur l'ovaire qui peuvent faire que la femme ne puisse pas avoir des enfants. Il y a aussi chez l'homme. Chez l'homme, on peut avoir des anomalies au niveau du sperme. Le sperme, c'est le liquide dans lequel se trouvent les spermatozoïdes qui vont permettre de faire que la femme puisse avoir des enfants. Donc, si les spermatozoïdes ne sont pas de bonne qualité, les spermatozoïdes ont plusieurs parties. C'est comme nous. Ils ont une tête, ils ont un tronc, donc un corps et puis une queue, qu'on appelle les flagelles. Et c'est cette queue, comme pour le poisson, lui permet de se déplacer dans le sperme pour arriver jusqu'à l'ovule. Donc, si le spermatozoïde n'a pas de queue, donc de flagelle, il ne peut pas se déplacer, il reste immobile. Donc, la femme n'aura pas d'enfant. S'il y a des spermatozoïdes qui n'ont pas de tête, donc quand il y a des malformations comme ça empêche le spermatozoïde d'atteindre l'ovule et de féconder.
Donc il y a aussi des situations au cours desquelles l'homme peut être infertile. Par exemple, si on l'opère de certaines maladies, il peut également avoir des problèmes pour avoir des enfants. Le diabète est un facteur de risque. Donc il y a beaucoup de situations comme ça qui peuvent expliquer. D'accord. Alors, Madame Mariko, après ces explications du professeur Traoré, est-ce que ces informations sont connues du grand public, notamment les femmes? Ça dépend. Ça dépend. Il y a les femmes en milieu rural, certainement, qui ne savent pas tout ça. Par contre, en milieu urbain, évidemment, les femmes ont accès à ces informations. Peut-être il y a diverses sources d'informations qui leur permettent de savoir ce qui se passe autour de leur couple. Oui, d'accord. Oui. Nous allons aller avec M. Touré. Nous allons directement parler des conséquences sociales et psychologiques sur un couple, d'abord. Ok, merci madame. Je crois qu'avant d'arriver aux conséquences déjà, je crois qu'il est important aussi de parler un peu des causes d'ordre psychologique qu'on peut avoir en matière de fertilité. Parce que c'est important de dire que la question de fertilité se trouve essentiellement à deux niveaux. Mais permettez-moi peut-être, pour courtoisie, d'abord vous remercier de m'avoir associé à cette conférence ou bien à cette rencontre sur la fertilité, et aussi saluer un peu le personnel de la radio Tamani qui nous a habitués un peu à ces genres de rencontres, et aussi à l'ensemble de vos auditeurs qui vous écoutent, qui ont le respect qu'on puisse vraiment les saluer par rapport au temps qu'ils mettent pour nous écouter. La question de l'infertilité est un objet d'importance capitale pour plusieurs implications. La première implication, il faut le dire, c'est d'ordre sanitaire. Vous voyez aujourd'hui, les différentes composantes de la santé et de la reproduction, un des problèmes majeurs, c'est le problème d'infertilité. Et aujourd'hui, on parle en Afrique de 20 à 30% de personnes touchées en Afrique sur la question du phénomène de l'infertilité. Je ne pourrais pas vous dire exactement le pourcentage au Mali, mais selon les données, on a en Afrique 20 à 30%, et ce n'est pas insignifiant. Donc, à ce niveau, on a trois niveaux. Le niveau psychologique, le niveau physique, je ne reviendrai pas sur le niveau physique ou somatique qui a été développé par le professeur, et aussi le niveau social. Et la deuxième implication, c'est le niveau sociétal. Qu'est-ce que la société pense de l'infertilité? Quel regard la société a de l'infertilité? Et je crois que c'est des questions que nous allons beaucoup aborder par rapport à la question de la fertilité. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à la question d'ordre psychologique en matière de fertilité, il faut le dire, c'est qu'aujourd'hui, au bout de 24 mois, quand vraiment dans un couple, il n'y a pas d'enfant, on commence à se poser des questions. On se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que je ne puisse pas avoir d'enfant? Vu toute l'importance de l'enfant dans notre société, l'enfant, c'est quoi? C'est l'objet de virilité de l'homme, c'est le symbole de la famille, c'est la progéniture, c'est un ensemble de valeurs qui sont là. Et si l'enfant n'apparaît pas, on commence à se poser des questions. Et quand on se pose des questions, c'est dommage, dans la société, dans nos sociétés, nous avons pris l'habitude, dans un cadre purement métaphysique, de penser que le problème de la femme, de l'infertilité, c'est la problème. Oui, nous allons y venir. Pour l'instant, voilà. Si on peut parler des conséquences psychologiques. Ouais, les conséquences psychologiques de l'infertilité, il faut le dire, elles sont énormes. C'est des questions d'angoisse, c'est des questions d'inquiétude, c'est des questions de dépression qui touchent la femme, parce qu'elle se pose des questions, ou bien l'homme qui se pose des questions. Pourquoi je n'ai pas pu avoir la chance d'avoir un enfant comme tout le monde? Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas avoir d'enfant? Donc ceci est un problème récurrent qui peut amener des problèmes psychologiques et même psychiatriques qui peut arriver à certains couples, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Et sans oublier aussi des problèmes au niveau de la société, parce que l'homme et la femme ne vivent pas en vase clos, ils vivent dans une société où les gens se posent des questions, commencent à se poser des questions. Mais pourquoi cette femme n'a pas procréé? Pourquoi cette femme n'a pas d'enfant? On commence à l'accuser de tous les maux d'Israël. Donc c'est pour dire qu'il y a des conséquences d'ordre psychologique liées à la femme
au couple, mais aussi à la société. Mais il y a des questions d'ordre biologique qui sont là, qui expliquent en réalité les raisons pour lesquelles cette femme n'a pas pu procréer. Oui. Et on dit, selon les statistiques, près de 20% des cas ou de non-préparation sont dus à des problèmes d'ordre psychologique. Ok, nous allons essayer de joindre tout à l'heure Madame Dambélé Awa Sanogo, qui est au téléphone. Elle est sociologue. Madame Dambélé, quelle est votre réaction par rapport à la question de l'infertilité? On en parle aujourd'hui, avant d'arriver aux conséquences psychologiques et sociales. D'accord. Bonjour à tout le monde. Je m'excuse de ne pas pouvoir être présente, n'est-ce pas? Oui. Et voilà. Donc, par rapport à l'infertilité de la femme, le regard de la société malienne, donc, vous savez bien que la femme a toujours occupé une place de sort. C'est elle qui est au cœur même de la société. Parler de famille, parler de société, c'est parler de la femme. Donc, c'est elle qui est au cœur de la société. C'est elle qui est reproductrice. C'est elle qui renferme cette base-là, qui va permettre la procréation. Donc, elle occupe une grande place dans la société. Voilà. Maintenant, lorsque une femme se retrouve dans un foyer et qu'elle devient incapable de procréer, donc cela est très mal vu par la société, et par le mari, par les parents de la femme, par les voisins, donc par tout le monde, n'est-ce pas, l'entourage. Donc chacun va avoir les yeux braqués sur elle, n'est-ce pas, donc jusqu'à un certain bout de temps. Mais si elle n'arrive pas vraiment à enfanter, ça devient difficile. Donc la famille va commencer à bouder parce que la famille veut avoir un héritier. L'homme veut avoir un héritier ou une héritière. Donc la famille, comme on appelle, de son conjoint quand même surtout, désire vraiment qu'il y ait beaucoup de dépendance, n'est-ce pas? Voilà que cette femme se retrouve sans enfant. Donc c'est très dur. C'est très dur pour la société, c'est très dur pour la famille. Hein? Et c'est pourquoi la femme va être un peu mise à l'écart, elle va être mal jugée, mal regardée. Donc les gens ne vont pas chercher les causes, n'est-ce pas? Comme l'a dit le gynécologue, on ne va pas penser, n'est-ce pas, aux causes d'ordre biologique. Mais on va toujours voir en cette femme incapable de procréer. Elle sera vue comme une femme incapable, pas comme les autres. Donc, vous voyez, parce que toute femme doit être en mesure comment on appelle, de donner vie. Mais elle se retrouve là, incapable de donner la vie. Donc, la société ne va pas se questionner sur la constitution biologique de cette femme-là. Hein? Donc, sur ses potentialités biologiques. La société va se questionner sur cette femme, va voir cette femme incapable, tout simplement, incapable. Donc, elle sera maltraitée, n'est-ce pas? Finalement, la famille pourra contaminer le mari, n'est-ce pas? Et cela peut déstabiliser son foyer. Ça peut aller ça peut déstabiliser son foyer jusqu'à un certain niveau, ça peut déstabiliser ses relations avec son conjoint. C'est bien noté, Madame Dambélé. Sur la même question, Madame, je ne sais pas si vous souhaiterez réagir sur les conséquences sociales et psychologiques, Madame Mariko. Merci. Je crois que je n'ai pas respecté une habitude, celle de vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de parler de ce sujet qui est d'importance capitale pour les femmes. Bien sûr que j'aimerais bien donner un avis sur les conséquences sociales. Mais avant, je voudrais quand même souligner une des causes que le psychologue et le gynécologue n'ont pas touché. Ça, c'est le mariage précoce, qui est aussi une des causes, surtout dans les régions où le mariage forcé, le mariage précoce est de rigueur. Donc c'est une des causes fondamentales et malheureusement, tout le monde passe à côté. Même dans ces cas de figure, on pense toujours que c'est la femme, alors que c'est l'homme qui aurait causé le problème en passant. Donc la société, comme l'a dit Madame Dambélé, la société a un tel regard sur une femme qui n'a pas la possibilité de mettre au monde un enfant,
qui fait que la femme, on n'a même pas besoin de l'agresser physiquement ou verbalement. Elle se consume à petit feu. On l'isole, c'est la première sanction. Elle est isolée dans sa famille, dans la société. On a un tel regard sur elle, comme si c'est elle qui est responsable de ce qui se passe. Peut-être que dans des cas de figure, elle est responsable, mais dans la majorité des cas, elle n'est responsable de rien du tout. Mais on n'a pas cette lecture-là. Moi, ce qui me touche le plus, c'est que j'ai constaté que ce sont les femmes qui sont les premières à agresser les femmes qui ne sont pas en mesure de mettre au monde des enfants. Même si souvent, les hommes sont toujours derrière leur famille. Pas derrière, mais qui se cachent derrière leur famille pour remettre en cause cette femme, malheureusement, qui n'a pas la possibilité de mettre au monde un enfant. Donc les conséquences sont tellement énormes qu'on pourrait continuer à en parler jusqu'à demain. Mais il est important, je ne sais pas si déjà je peux continuer. On va y revenir, on a des questions relatives à ce sujet. Donc, monsieur professeur Traoré, nous allons continuer de parler des causes. Pourquoi c'est plus fréquent maintenant? Elle a parlé de quelques conséquences, notamment le mariage précoce. Quelque part aussi, on parle de la consommation des bouillons. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien? La consommation des bouillons? Oui, des mangies et autres là qu'on utilise pour nos sauces, la cuisine et autres. Alors, c'est fréquent maintenant, c'est relatif. Pourquoi c'est fréquent maintenant? Parce que de plus en plus, on observe. De plus en plus, on observe et il y a eu plus d'avancées en matière de science, ce qui fait que on peut facilement détecter. C'est aussi fréquent parce que les infections, je vous ai dit que l'infection constitue une cause importante. L'infection, il y en a tant chez l'homme, chez la femme. Souvent, la femme n'a pas d'infection, mais c'est l'homme qui lui donne des infections. Et ça peut être dans l'autre sens. Donc, de plus en plus, on voit des cas d'infection. Et les infections, souvent, se manifestent quand il y a des complications. Parmi les complications, c'est le fait de ne pas avoir des enfants. Donc, il y a de plus en plus des infections qui sont à l'origine de... on a des pratiques sexuelles qui ne sont pas recommandées. On a des attitudes qui peuvent favoriser ces infections. Et ces infections vont également être à l'origine peuvent être à l'origine de l'infertilité. Maintenant, les bouillons, pas directement. Les bouillons peuvent entraîner d'autres situations. Les bouillons peuvent être utilisés, ça va entraîner l'hypertension, qui est souvent associée au diabète, et le diabète peut être une cause pour empêcher ou réduire la possibilité d'avoir des enfants. Donc, c'est pas de façon directe, mais de façon indirecte. Alors, ce qu'on remarque sur le plan social, c'est vrai, nous, on voit le plus souvent les femmes. Rarement sont les hommes qui viennent. Généralement, quand ils ont un problème sur le téléphone, ils appellent pour prendre des nouvelles. Mais quand une femme est nouvellement mariée, c'est d'abord l'entourage qui observe. On regarde son ventre, les belles-sœurs, 2 à 3 mois, on ne voit rien, et les belles-sœurs se mettent on ne voit rien, vous avez gaspillé l'argent de notre grand frère ou des trucs comme ça. Donc, c'est des propos souvent qu'on entend. Ça a été dit tout à l'heure par M. Touré. La société est là, à la limite, pour épier ce qui se passera derrière ce mariage. Et quand plus on traîne à ne pas avoir de fruits, entre guillemets, de ce mariage, qui est l'obtention d'un enfant, et tout le monde se patiente, même la femme qui était toute heureuse commence à être malheureuse, parce que, voilà. Donc, je pense que tout ceci, et ça devient un engrenage, ça devient un cercle vicieux. Parce que nous, souvent, il y a des femmes, quand elles viennent pour avoir des enfants, elles sont tellement acculées que ça fait un blocage, même sur leur organisme, ça fait qu'elles ont des difficultés même d'avoir des enfants, même pour avoir des rapports sexuels. Conséquences psychologiques. Voilà. Alors, oui. Donc, pour poursuivre dans cette lancée, on va aller... Monsieur Touré. En fait, je reviens, Madame Mariko, sur toute la ligne. Oui, et moi, je vais juste poser la question. Pourquoi c'est la femme qui est incriminée par notre société? Pourquoi peut-être avant d'arriver à là, peut-être que je vais essayer de donner plus d'informations par rapport à ce que Mme Mariko vient de dire. Je suis entièrement d'accord avec lui que très souvent, c'est par rapport aux conditions dans lesquelles même le mariage se tient. C'est par rapport aux conditions dans lesquelles il y a un mariage qui peut amener souvent des problèmes d'infertilité. Des questions liées, par exemple, à
au mariage précoce ou le mariage non consenti peuvent être des facteurs importants qui peuvent contribuer à ce que quelque part il y a des problèmes par rapport à même à l'infertilité. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Concernant votre question, vous avez dit tantôt que... Pourquoi c'est la femme qui est incriminée? Donc, en fait, le fait que la femme soit incriminée, ce n'est pas que je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, j'ai une autre approche. Parce que les questions d'infertilité, ça peut être l'homme, ça peut être la femme, comme ça peut être les deux. Donc, c'est une vision très métaphysique qui consiste à dire dans notre société que tout ce qui est problème au niveau du couple, c'est le problème de la femme. Je ne le partage pas tout à fait, mais c'est un regard qu'on a tout à fait de la femme, parce qu'en fait, ce qui procrée, c'est la femme. C'est la femme qui donne naissance à l'enfant. Qui fait la grossesse, c'est la femme. Donc on pense que quand il n'y a pas l'enfant, c'est un raisonnement très métaphysique, hein, qui n'a rien de scientifique, qui amène les gens à prendre des conclusions qui pour moi ne sont pas des conclusions tout à fait scientifiques. Et pour moi, il faut aller faire un diagnostic pour savoir en réalité qui est la cause, qui est le coupable. Est-ce que c'est la femme, est-ce que c'est l'homme, est-ce que c'est les deux? Ça vaut mieux que dans notre société qu'on s'arrête toujours et vouloir focaliser autour d'un sexe bien déterminé, qu'on considère comme étant la femme faible. Malheureusement, dans notre société, c'est ça. Il faut que cette notion de considérer comme étant la femme faible, la femme coupable de tous les dangers, que ça cesse. Qu'on se comprenne que les problèmes que nous vivons aujourd'hui, ça peut dépendre de nous comme ça peut dépendre de la femme. Donc moi, je ne suis pas dans cette logique qui consiste à dire que le problème essentiel, c'est au niveau de la femme. Ça peut être de la femme, de l'homme comme des deux. Madame Dambélé. Madame Dambélé? Oui. Oui, justement, on va poursuivre. Et étant donné qu'ici, je crois qu'on a des réactions communes. La femme, c'est elle qui est généralement citée comme la coupable. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cela? Oui, donc ça, c'est le regard de la société. Ça, c'est le regard de la société. La femme, c'est elle qui est toujours jugée coupable. On oublie souvent le rôle de l'homme, n'est-ce pas, dans cette histoire de procréation. Très généralement, on écarte complètement l'homme, on oublie même l'homme. On ne voit que la femme, alors que ce n'est pas elle seule qui fait l'enfant. Elle va faire l'enfant avec son mari. Mais la société omet, n'est-ce pas, l'homme, n'est-ce pas, le rôle de l'homme dans cette histoire. Donc, c'est pourquoi je dirais que c'est la société qui est à la base, n'est-ce pas, de toute cette frustration de la femme-là. C'est quelque chose, même en tant que sociologue, je n'apprécie pas. Je n'apprécie pas, parce que lorsque vous avez des informations, vous êtes renseigné par rapport à la constitution biologique, par rapport à tous les paramètres, n'est-ce pas, que viennent d'évoquer le gynécologue, vous voyez. Donc la femme ne peut pas être la seule coupable. Mais il est très clair que dans notre société, il n'y a même pas de doute là-dessus, c'est la femme qui est pointée du doigt, c'est elle qui est vue, c'est elle qui est regardée. Voilà. D'accord. Professeur Traoré, médicalement parlant, est-ce que le bilan médical, je vais dire d'un homme ou d'une femme, est suffisant pour faire un diagnostic? Oui, sur ce plan, les choses sont très claires. Quand un couple vient pour un problème d'enfant, je rappelle que l'OMS a changé un peu le contexte. Ce n'est plus 2 ans, c'est 1 an. Et quand un couple vient, on l'interroge. Généralement, c'est la femme qui vient. Mais il peut arriver dans des rares cas, notamment chez nous, dans le milieu urbain, que l'homme vienne avec son épouse. Mais généralement, c'est la femme qui vient. Et donc, quand la femme vient, il y a un certain nombre de bilans à faire. On va l'interroger pour comprendre un peu comment est-ce que le mariage a été fait, pour comprendre un peu si, au cours de sa vie génitale, il y a eu des situations, des infections qui peuvent expliquer. Ensuite, au terme de tout ça, on fait un examen pour voir si elle n'a pas un fibrome, si elle n'a pas un kyste, si l'utérus est en place, parce qu'il y a des femmes qui naissent sans utérus. Et généralement, c'est des femmes qui ont des difficultés pour avoir même des règles, à plus forte raison, avoir des enfants. Donc, quand on va l'interroger, on va l'examiner, on fera un certain nombre de bilans complémentaires. C'est des bilans à minimum en fonction de ce qu'on a retrouvé sur le plan clinique. On va l'examiner. Et ce bilan-là, au terme de tout ça, on peut savoir quelle est la cause de l'infertilité. Mais dans beaucoup de cas, dans
une proportion à peu près 20% des cas, on ne sait pas exactement c'est quoi. Ça peut être, là, on peut se retrouver à un problème psychologique, un stress qui peut favoriser. Mais s'il y a une cause organique, le bilan permet de faire le diagnostic. Et si le diagnostic est fait, la prise en charge également. Et moi, je voudrais savoir, est-ce que le bilan de la femme seule est suffisant pour faire un traitement? Non, c'est un bilan. Quand une femme vient pour un problème d'enfant, d'infertilité, on l'interroge, on l'examine, on fait un bilan chez elle et on fait un bilan chez le mari. Parce que on ne fait jamais le bilan chez une seule personne, c'est forcément chez les deux. C'est une erreur que de faire le bilan seulement chez l'homme ou seulement chez la femme. Parce qu'on l'a dit, 30%, ça fait 60%. Donc il faut rechercher. Et dans les 40 autres pourcents, ça peut être ou l'homme ou les deux. Donc je pense que, et de plus en plus, les médecins ont compris que quand... c'est malheureusement la société qui n'a pas encore compris que, même si elle a compris, on donne un certain pouvoir de fécondité à l'homme tel qu'on pense qu'il ne peut pas avoir de problème, alors que souvent, c'est l'homme. Voilà. Donc, je persiste et je signe que le bilan concerne les deux. Alors Madame Mariko, Monsieur Traoré vient de le dire, généralement, c'est la femme qui s'active pour trouver un remède. Pourquoi c'est là? Et tout à fait, parce que la femme, depuis sa naissance, en tout cas dans notre société, elle se sent responsable d'elle-même, de la société et de son environnement proche. Donc, moralement, elle s'est dit, j'ai l'obligation de donner un enfant à mon mari. J'ai l'obligation de satisfaire ma famille. J'ai l'obligation de satisfaire même la société qui pense que je suis faite pour ça. Si je ne le fais pas, c'est parce que ça veut dire que je ne suis pas normale. Mais permettez-moi, je prends note sur un mot du gynécologue. Je pense que c'est un stéréotype. Il a dit qu'ils ont pour habitude de dire qu'une femme qui ne fait pas d'enfant, elle fait des fibromes. Si tu ne fais pas d'enfant, tu fais des fibromes. Mais il n'y a pas de tel stéréotype pour les hommes. Vous voyez, ça peut être... C'est pour vous dire que le langage, même des professionnels, a fortiori de la société... Vous voyez, tout ce qui intervient dans ce cadre-là est choquant pour la femme. Et contribue, pour l'appuyer encore, et contribue à renforcer le stress, donc à aggraver sa situation. Alors, pourquoi c'est la femme? C'est la femme parce que, ça a été dit avant moi, c'est la femme qui est la plus faible dans la famille. Et l'homme qui est le chef de famille, qui est le grand frère, qui est l'oncle, qui est le papa, qui est le petit frère, qui est même le fils, on le met au-dessus. Parce que depuis, de façon naturelle, l'homme et la femme, on ne peut pas les mettre dans la même balance. Donc on a ce regard-là qui continue et on se refuse la réalité qui est tellement flagrante. Un homme, si vous regardez autour de vous, les couples qui n'ont pas d'enfants, si c'est des couples qui résistent, on n'a pas besoin de poser la question. C'est que le problème, c'est l'homme. Personne ne verra la fiche d'analyse de l'homme. Sa femme, non. Ses parents. Et à un moment donné, quand ils vont se rendre compte que peut-être que le problème n'est pas la femme, parce que la femme, elle commence à être agressive, dans certains cas, surtout en milieu urbain. Donc, les parents commencent à se faire tout petits. Et on commence à se poser des questions par rapport à son parent. Mais personne n'a le courage de lui poser la question. Lui-même, il se refuse les consultations. S'il a les moyens, il se dit, bon, quand je vais aller en France, aux États-Unis, je vais faire mes... Mais il ne fera rien parce qu'il sait quel est le problème. Alors que dans certains cas, je parle sous le contrôle des médecins, si l'homme est honnête et qu'il s'ouvre à son médecin, à son gynécologue, dans certains cas, ça peut se corriger. Mais il se sent diminué. Parce qu'ils c'est cette grandeur d'âme-là qui continue, qui fait qu'ils n'ont pas cette capacité-là de s'ouvrir à leur femme, à la famille, à son médecin, etc. Et donc, la pauvre dame, elle continue à essuyer tous les maux de tout le monde, malheureusement. Alors, Madame Dambélé, alors ça a été dit ici, c'est la femme, c'est la femme. Pourquoi monsieur ne prend pas l'initiative d'aller se consulter, peut-être, même selon l'avis du spécialiste, il peut être à l'origine du problème? Oui.
Donc, pourquoi monsieur ne prend pas l'initiative d'aller se contrôler? Parce que monsieur n'a pas en tête que c'est lui, et ça peut être lui, n'est-ce pas, ça peut être lui qui est à l'origine. Ça peut être lui qui est à la source du problème. Donc, monsieur ne pense pas cela. C'est pourquoi monsieur ne prend pas d'initiative. Rares sont des hommes ici chez nous qui vont vraiment se donner cette peine-là, de se lever et d'aller voir un gynécologue par rapport à la situation de procréation de leur couple. Donc, ils sont vraiment rares. Donc, tout le monde va s'apaisantir sur la femme. L'homme va se rabattre sur la femme, la belle famille va se rabattre sur la femme, même la famille même de la femme, souvent, qui met aussi, n'est-ce pas, pour essayer de bousculer cette dame-là à aller à faire tout pour pouvoir trouver, avoir un enfant, donner naissance, n'est-ce pas. Donc, c'est pourquoi l'homme, étant mis à l'écart par les autres, il ne va pas se donner la peine. Sauf aujourd'hui, il y a des hommes qui sont cultivés. J'en ai vu un exemple. Cet homme-là, c'est lui qui avait des problèmes. Il y avait, je ne sais pas, le gynécologue, il est là. Il peut me corriger si je me trompe par rapport à la terminologie. Donc, le monsieur, il avait des difficultés. Ce sont, vous m'excusez du terme, ces spermatozoïdes qui étaient faibles, qui ne pouvaient pas féconder l'ovule de la femme. Vous voyez? Donc, ce monsieur, c'est quelqu'un qui est vraiment un intellectuel, il a vécu ailleurs. Donc, lorsque sa femme a mis à peu près 10 ans sans donner naissance, donc il est allé voir un gynécologue. C'est là-bas qu'on a vu que la faute ne vient pas de la dame, que c'est l'homme qui est à la base. Que c'est l'homme dont les spermatozoïdes étant faibles ne peuvent pas féconder l'ovule de la dame. Donc voilà que le gynécologue a pu corriger, n'est-ce pas, ces défauts chez l'homme avec des soins, n'est-ce pas, que le gynécologue pourra peut-être vous expliquer. Oui. Donc il y a eu des soins, des prises en charge, n'est-ce pas, médicaux qui ont permis vraiment au monsieur d'avoir, de pouvoir donner, de faire enfanter sa femme. Et sa femme a accouché d'un premier garçon qui n'a pas survécu. Mais aujourd'hui, la dame, elle a 3 enfants. Donc, c'est l'homme ça c'est pendant des années, après 10 ans de mariage. C'est pas un intellectuel. C'est lui qui prend maintenant l'initiative d'aller consulter. Vous voyez? Alors, donc, vous pouvez imaginer dans les villages, les gens qui n'ont pas été à l'école, qui se disent que c'est la femme qui doit le faire. C'est elle qui doit le faire. Donc, rapidement, on va poser la question au psychologue. Est-ce qu'il a un avis sur la même question? Je pense que la question, ce n'est pas une question de dire que c'est la femme qui est responsable, c'est de l'homme qui est responsable. C'est les deux. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme, ça peut être les deux. Allons sur cette base. Mais essentiellement, dans nos sociétés, il faut le reconnaître, que très généralement, il y a des préjugés, des clichés, des stéréotypes autour des femmes dans les relations sociales, dans les relations de notre communauté. Et il est grand temps qu'on se dise qu'il faut arrêter ces préjugés non fondés qu'on a souvent sur les femmes en tant qu'hommes et ne pas se voiler la fête et voir la réalité en face. Le problème de l'infertilité, on a été très clair dès au départ que ça peut être l'homme, ça peut être la femme, comme ça peut être les deux. À partir de là, les deux doivent aller voir qui de droit, ils doivent voir les spécialistes pour se consulter et savoir en réalité qui peut être le problème. Justement, pour parler de la solution, monsieur le professeur Traoré, est-ce qu'il y a une solution pour une fécondation? J'y arrive, je crois. D'accord. Je pense qu'on est tous d'accord sur une chose, c'est que l'infertilité, c'est une situation qui est de plus en plus fréquente dans nos sociétés. La prévalence, c'est-à-dire le nombre de cas qu'on peut avoir, notamment au Mali, est autour de 15 à 17%. Donc quand vous prenez 100 femmes qui viennent, il y a entre 15 et 17 qui ont des situations de ce genre. Deuxième chose, quand nous avons dit une femme qui ne fait pas des enfants fait des fibromes, ce n'est pas pour stigmatiser, c'est juste pour dire que le fibrome est souvent la cause pour ne pas avoir des enfants et pour que nos étudiants surtout puissent comprendre. Oui. La dernière chose que je voulais dire, c'est que une grossesse est à 2. Et la société sait qu'une grossesse se conçoit à 2.
Absolument. Et malheureusement, quand il y a un problème, on a tendance à ne pas à oublier ça. Maintenant, pour revenir à la question, s'il y a une solution, si on peut traiter. Rapidement, on a quelques on peut traiter. minutes. On peut traiter, on sait la cause, on peut traiter. Si c'est dû à une infection, on prend en charge l'infection. Mais pour prendre en charge l'infection, il faut que l'homme et la femme viennent consulter. Si elle a un fibrome, on prend en charge le fibrome. Si le mari a un problème, ça peut se traiter. Donc, même si, malheureusement, il y a des cas où on ne peut pas traiter sur le plan médical pour qu'ils aient des enfants, mais on peut leur proposer des solutions pour qu'ensemble, ils puissent avoir des enfants. Donc, je pense que la première étape à faire, c'est que l'un ou l'autre, idéalement les deux, aillent consulter, indépendamment de ce qui se dit dans la société, parce que l'homme, il est marié à la femme, vice-versa, et ce n'est pas à la société qu'ils sont mariés. Ça. Donc, c'est à eux de faire le pas vers celui qui peut les aider pour résoudre leurs problèmes. Si cela est fait, un problème qui est identifié est à moitié résolu. Alors, Madame Mariko, la société, elle était au centre de ce débat. Quel pourrait être son apport pour aider ces couples qui ont des problèmes de procréation? Moi, je pense que le premier rôle de la société, c'est d'être compatissant quand même vis-à-vis du couple qui n'a pas d'enfant, au lieu de renforcer le stress et la mésentente dans le couple. Je pense que ça, c'est le rôle fondamental de la société. Maintenant, je voudrais faire un petit ricochet à mon grand frère Touré. Allez-y. C'est clair qu'ici, nous, on est d'accord. Nous, on est d'accord que la responsabilité peut être partagée, comme elle peut être de l'homme, de la femme, etc. Mais est-ce que c'est le cas? C'est de ça que nous parlons. Est-ce que dans la majorité des cas, est-ce que c'est comme ça que les Maliens voient le problème? Est-ce que c'est comme ça? Donc, c'est le sujet qui nous amène ici aujourd'hui, ce soir. Il faut que les Maliens, les Maliennes comprennent que quand on a des parents qui ont des problèmes, on a un couple ami qui a des problèmes, au lieu de les stigmatiser ou de stigmatiser la femme, dans la majorité des cas, c'est de leur apporter le soutien dont ils ont besoin, parce que chacun sait que le stress, quand même, je ne suis pas médecin, mais le stress, ça peut être une cause d'infertilité dans un couple. Donc moi, je pense que ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ceux qui vivent ce problème soient plus tolérés par la société, par la famille, par leur proche environnement, par le mari ou par la femme. Comprendre que ce n'est pas un problème qu'on se crée volontairement, mais que c'est simplement parce que personne n'aimerait être dans cette situation. Absolument, c'est sûr. Monsieur Touré. Je pense que le problème, c'est à plusieurs niveaux. Est-ce qu'on peut parler des contributions de la société? C'est d'abord l'individu. Oui. La personne elle-même, la femme qui est la première victime, qui est considérée comme étant la première victime, c'est des problèmes par rapport à l'anxiété. Comment j'essaie de régler le problème d'anxiété liée au problème du fait que la femme n'a pas d'enfant et que ça ne dépend pas de lui. Elle n'est pas responsable, elle n'est pas coupable. Mais il faut qu'elle puisse l'accepter comme telle, que c'est un phénomène qui dépend d'elle, qui ne dépend pas d'elle. Il y a des questions d'ordre psychologique, il y a des questions d'ordre psychologique. Comment elle doit faire pour pouvoir surmonter ce problème? Et ensuite, la question de la baisse de l'estime de soi. Il ne faut pas que la femme pense que quelque part, parce qu'elle ne procrée pas, qu'elle n'a pas les mêmes droits que les autres femmes. Et il faut qu'elle surmonte un peu cette question. Et la question liée à l'insomnie qui fait que la femme, parce qu'elle n'a pas d'enfant, n'arrive pas à dormir. Non, loin de là, il faut aller au-delà de ces questions qui peuvent être surmontées. Les troubles alimentaires qui peuvent venir, la baisse même de la libido qui peut être du côté de la femme comme du côté de l'homme. Mais pour pouvoir gérer davantage ces questions de conséquences qui peuvent exister, il ne faut pas trop se focaliser sur le problème. Le fait que je n'ai pas d'enfant, il ne faut pas en faire un problème de tous les jours. Quand vous faites un problème de jour, ça crée un peu ce qu'on appelle l'anxiété. L'angoisse, ça ne permet pas de t'occuper d'autres choses et tu as besoin d'avoir ta personnalité pour dire que il faut avoir la foi. C'est-à-dire que moi, je fais la différence entre la foi et la fatalité. La foi en moi, la foi en l'espoir, la foi en Dieu, différent quelque part du fait que c'est la fatalité, c'est un fait de Dieu, je ne peux pas m'en sortir. Mais il y a des femmes qui ont fait 10 ans et après ils ont eu leur enfant.
Parce que quelque part, ils ont eu un foi en eux. Il faut éviter davantage les influences et les pressions sociales qui peuvent venir, soit de la famille, soit du mari, soit des beaux-parents, soit d'autres communautés qui pensent que parce que vous êtes sorcière, c'est parce que vous êtes ceci, vous êtes cela, que vous n'arrivez pas à procréer. Il faut s'en défaire de ces questions. Et il y a aussi le fait d'aller vers des spécialistes. Et il y a des spécialistes dans le domaine de la médecine, quand il s'agit des causes d'ordre biologique. Il y a des psychologues, des pédiatres qui sont là. Il faut aller vers eux. Ils peuvent vous aider par rapport à votre situation. Et il faut aussi, quelque part, libérer votre esprit en essayant vers des activités beaucoup plus positives, comme les loisirs, comme le sport qui peut vous permettre à surmonter. Mais si vous restez dans votre petit monde, pour dire que j'ai vu des problèmes, donc c'est-à-dire éternellement je vais vivre dans ces problèmes, vous n'allez pas pouvoir sortir de ces problèmes. Il faut aller vers la société, vers les autres pour pouvoir vous aider à sortir de ces problèmes. Alors, madame, merci beaucoup, monsieur Touré. Ok, merci. Alors, madame Dambélé, est-ce que vous avez, je ne sais pas, on parle des solutions ou l'apport de la société, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Donc, pour, comment on appelle, je peux dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde vraiment moderne, vous voyez. Donc, on doit dépasser, comme on a dit l'intervenant, les préjugés, n'est-ce pas, des temps passés. Donc, tout peut être démontré par la science aujourd'hui. Donc, il faudrait vraiment sensibiliser les gens, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes, les informer par rapport à cette possibilité que ce soit l'homme aussi qui est à la source. Donc, demander aux uns et aux autres d'approcher les gynécologues, d'aller dans les centres, vers les centres de référence pour avoir des informations par rapport à l'état de santé de leurs femmes et leur propre état de santé. Donc, maintenant, les deux ayant fait ce bilan peuvent vraiment aller de l'avant et faire leur, qu'on appelle, trouver des solutions, n'est-ce pas, à leur infertilité. Demander à la société vraiment d'ouvrir les yeux, de ne pas se focaliser sur les pratiques anciennes. Ce n'est plus aux féticheurs de découvrir aujourd'hui. C'est la science qui a fait ses preuves. Donc, d'approcher les médecins, d'approcher les gynécologues vraiment et de sortir, n'est-ce pas, de ces préjugés qui ne font que léser la femme, n'est-ce pas, dans notre communauté, dans notre société. Voilà ce que je peux dire comme solution. Merci, Madame Dambélé. Donc, les grands dialogues de ce soir portaient sur l'infertilité au sein d'un couple. Quel est le regard de notre société? Nous avons eu sur ce plateau le professeur Youssouf Traoré, gynécologue, Mohamed Touré, psychologue, Madame Mariko Korotoum Tera, présidente de l'ONG Femmes et Développement, FED, Madame Dambélé Hawa Sanogo, sociologue, elle était au téléphone avec nous. Merci, monsieur et madame, d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, c'est la fin de ce grand dialogue. Moi, je suis Arkia Touré, mise en onde Nouhoum Djiré, régie vidéo Peting Djara, coordination Mohamedou Touré. Merci de nous avoir suivis. Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue.